Certains de ces muscles sont situés dans l'avant-bras, et dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les muscles antérieurs de l'avant-bras, dont la plupart permettent la flexion des articulations de votre poignet et de vos doigts. Cependant, avant de commencer, j'aimerais vous donner un bref aperçu de ce qui sera abordé dans ce tutoriel. Alors ici, sur cette image, nous pouvons voir les muscles et les os de l'avant-bras d'un point de vue antérieur, et c'est exactement ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. Nous commencerons par parler des os du membre supérieur qui sont visibles sur cette illustration, car ils forment la charpente osseuse sur laquelle nos muscles s'attachent. Ensuite, nous passerons aux muscles antérieurs de l'avant-bras qui peuvent être divisés en deux plans, le plan superficiel et le plan profond. Ces muscles sont communément appelés les fléchisseurs de l'avant-bras, chose que vous comprendrez quand nous aborderons ensemble leurs fonctions respectives. Nous allons accorder à chaque muscle que nous étudierons aujourd'hui l'attention qu'il mérite, en insistant sur le point d'origine, l'insertion, la fonction et l'innervation de chacun. Enfin, nous terminerons notre tutoriel par quelques notes cliniques pertinentes en rapport avec ces muscles. Permettez-moi de faire une brève remarque au sujet du muscle brachioradial. Étant donné que ce muscle fléchit l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi le brachioradial ne sera pas abordé dans ce tutoriel. Eh bien, la raison en est toute simple. Le brachioradial est situé dans la loge postérieure de l'avant-bras et n'est donc généralement pas considéré comme un muscle fléchisseur de l'avant-bras. Si vous souhaitez en savoir plus sur le brachioradial, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les extenseurs de l'avant-bras. Très bien, nous pouvons de suite commencer par les os du membre supérieur. Ici, on peut voir l'image que je viens de vous montrer, dans laquelle j'ai disséqué la musculature pour que vous puissiez voir un peu mieux les os. Cet os que nous pouvons observer ici est l'os du bras, qui est connu sous le nom d'humérus. En nous dirigeant distalement, on retrouve les os de l'avant-bras représentés par le radius et l'ulna. Et plus bas encore, on arrive aux os de la main, qui peuvent être divisés en trois groupes. Premièrement, nous avons les os du carpe. Ils sont au nombre de 8 et sont situés dans la région du poignet. Puis, il y a les os métacarpiens qui sont au nombre de 5, un pour chaque doigt. Enfin, on retrouve plus distalement les phalanges, qui sont les os de vos doigts. Comme vous pouvez le remarquer, le pouce possède uniquement deux phalanges, une phalange proximale et une phalange distale, tandis que les doigts en ont chacun trois, une phalange proximale, une phalange moyenne et une phalange distale. Maintenant que nous avons étudié la charpente osseuse à laquelle nos muscles s'attachent, passons aux muscles antérieurs de l'avant-bras. Nous commencerons par notre premier groupe, celui des muscles du plan superficiel. Le premier muscle du plan superficiel que nous allons voir aujourd'hui est le muscle rond pronateur. Ce muscle présente deux chefs musculaires. Le premier étant le chef huméral, qui prend son origine au niveau de la crête supracondylaire médiale de l'humérus, et le chef ulnaire prenant son origine au niveau du processus coronoïde de l'ulna. Le rond pronateur s'insère ensuite ici, sur la face latérale du radius. Comme son nom l'indique, une des fonctions du rond pronateur est la pronation de l'avant-bras. La pronation est un mouvement impliquant une rotation simultanée de la main et de l'avant-bras, de sorte que la paume soit tournée vers le bas ou vers l'arrière, comme le montre notre image ici. Le rond pronateur est également un fléchisseur de l'avant-bras. Il participe donc à la flexion de l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude. La flexion de l'avant-bras réduit l'angle entre le bras et l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude. Pour que ce muscle puisse effectuer ses fonctions, il doit recevoir une innervation. Par conséquent, le rond pronateur est innervé par le nerf médian qui prend naissance du plexus brachial. En jetant un œil à la région la plus médiale, on tombe sur le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Ce muscle prend son origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus et de l'olecrane de l'ulna. Il s'insère ensuite sur deux des os du carpe, l'os pisiforme et l'os amatome, ainsi que sur la base du cinquième os métacarpien. Ainsi, lorsque le fléchisseur ulnaire du carpe se contracte, cela provoque une adduction et flexion de la main au niveau de l'articulation du poignet. Et comme nous pouvons le voir sur notre image, l'adduction est le mouvement de la main vers la ligne médiane du corps, tandis que la flexion de la main consiste à réduire l'angle entre l'avant-bras et la main au niveau de l'articulation du poignet. En termes d'innervation, le fléchisseur ulnaire du carpe est innervé par le nerf ulnaire situé en dedans du nerf médian. Et comme le nerf médian, ce nerf prend naissance du plexus brachial. Situé entre le fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur radial du carpe, se trouve ce muscle que l'on peut voir ici et qui se nomme le long palmaire. Ce muscle est absent chez environ 15% de la population, et si vous êtes curieux, vous pouvez vérifier si vous possédez ce muscle, en faisant se toucher les pulpes de votre auriculaire et de votre pouce tout en fléchissant votre poignet. Si ce muscle est présent, son tendon sera alors visible, comme vous pouvez le voir sur cette image juste ici. Quant au point d'attache, le long palmaire prend son origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus et s'insère sur l'aponévrose palmaire. Ce muscle est responsable de la flexion de la main au niveau de l'articulation du poignet, et il tend également l'aponévrose palmaire. Concernant son innervation, le long palmaire est innervé par le nerf médian que l'on peut voir ici mis en évidence en vert. Bien, passons maintenant au muscle que vous pouvez voir sur votre écran, à savoir le fléchisseur radial du carpe. Ce dernier prend son origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus et s'insère à la base des deuxième et troisième os métacarpiens. Par conséquent, quel est le rôle du fléchisseur radial du carpe? Eh bien, il est responsable de deux mouvements de l'articulation du poignet, et ces deux mouvements sont l'abduction et la flexion de la main au niveau de l'articulation du poignet. Comme nous pouvons le voir sur notre image, l'abduction est le mouvement qui éloigne la main de la ligne médiane du corps. Au sujet de l'innervation du fléchisseur radial du carpe, elle est assurée par le nerf médian. Le prochain muscle dont nous allons parler est un peu controversé. Certains considèrent qu'il s'agit d'un muscle du plan superficiel, tandis que d'autres pensent qu'il constitue un plan à part, c'est-à-dire un plan intermédiaire. Mais pour faire simple, nous allons le classer parmi les muscles superficiels. Le muscle auquel je fais référence est celui-ci, le fléchisseur superficiel des doigts de la main. Ce muscle prend son origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus, du processus coronoïde de l'ulna et de la face antérieure du radius. Puis il se divise en 4 tendons au niveau du poignet et s'insère sur les phalanges moyennes des 4 doigts. Comme d'habitude, son nom nous donne une idée sur sa fonction. Fléchisseur implique que sa fonction principale est la flexion, et digitorum signifie doigt en latin. Il doit donc être responsable de la flexion de vos doigts. Plus précisément, la contraction du fléchisseur superficiel des doigts de la main provoque une flexion des doigts au niveau des articulations interphalangiennes proximales et des articulations métacarpophalangiennes. Et la flexion de ces articulations permet de réaliser diverses activités, comme jouer de la guitare par exemple. Et le fléchisseur superficiel des doigts de la main est également responsable de la flexion de la main au niveau de l'articulation du poignet. En ce qui concerne l'innervation, le fléchisseur superficiel des doigts de la main est innervé par le nerf médian. Maintenant que nous avons fait connaissance avec tous les muscles superficiels de la loge antérieure de l'avant-bras, creusons un peu plus et découvrons les muscles situés dans le plan profond. Le premier muscle de ce plan que nous allons aborder est le fléchisseur profond des doigts de la main. Ce muscle prend son origine au niveau du bord antérieur de l'ulna et de la membrane interosseuse de l'avant-bras. Arrivé au poignet, il se divise en 4 tendons qui s'insèrent sur les phalanges distales des 4 derniers doigts. Lorsque le fléchisseur profond des doigts se contracte, il provoque une flexion des doigts au niveau des articulations interphalangiennes distales et des articulations métacarpophalangiennes. Il est également responsable de la flexion de la main au niveau de l'articulation du poignet. L'innervation du fléchisseur profond des doigts de la main est assurée par deux nerfs.
La moitié médiale de ce muscle qui fait bouger l'auriculaire et l'annulaire est innervée par le nerf ulnaire, tandis que la moitié latérale qui fait bouger le majeur et l'index est innervée par le nerf médian. Latéralement au fléchisseur profond des doigts de la main, on peut voir ce muscle ici qui est appelé long fléchisseur du pouce. En termes de point d'origine, ce muscle prend son origine au niveau du bord antérieur du radius et de la membrane interosseuse de l'avant-bras. Il s'insère ensuite au niveau de la phalange distale du pouce. Ce muscle est responsable de la flexion du pouce au niveau des articulations interphalangiennes et métacarpophalangiennes. En ce qui concerne l'innervation du long fléchisseur du pouce, ce muscle est innervé par le nerf médian qu'on peut voir ici mis en évidence en vert. Enfin, si nous retirons le fléchisseur profond des doigts de la main et le fléchisseur du pouce, nous pouvons voir apparaître le dernier muscle du plan profond. Il s'agit du carré pronateur. Ce muscle prend son origine au niveau de la face antérieure de l'ulna et s'étend horizontalement pour s'insérer sur la face antérieure du radius. Mais à quoi sert le carré pronateur? Eh bien, comme son nom l'indique, ce muscle travaille en synergie avec le rond pronateur pour effectuer la pronation de l'avant-bras. L'innervation du carré pronateur est assurée par le nerf médian. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les muscles antérieurs de l'avant-bras, nous pouvons désormais jeter un œil à la clinique. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des muscles que nous avons vus aujourd'hui s'étendent de l'avant-bras à la main, et ce faisant, certains de ces muscles traversent une structure connue sous le nom de canal carpien. Et si nous analysons cette image ici, qui est une IRM du poignet suivant un plan axial, nous pouvons voir que ce canal est formé par les os du carpe et une bande de tissu fibreux connue sous le nom de rétinaculum des muscles fléchisseurs de la main. Le contenu du canal carpien comprend les tendons du long fléchisseur du pouce, du fléchisseur profond des doigts et du fléchisseur superficiel des doigts, ainsi que le nerf médian. La compression de ces structures, en particulier du nerf médian, peut provoquer le syndrome du canal carpien, qui est généralement dû à un gonflement et une inflammation à l'intérieur de la gaine, mais la cause de cette affection est souvent idiopathique ou inconnue. Cependant, les individus sont plus à risque si leur travail ou leur passe-temps nécessite des mouvements répétitifs du poignet, s'ils souffrent de maladies telles que l'hypothyroïdie, l'obésité, la polyarthrite rhumatoïde et le diabète, ou en cas de grossesse. Les symptômes comprennent une douleur au niveau des doigts, de la main ou du bras, un engourdissement de la main, des fourmillements et picotements, une faiblesse du pouce ou des difficultés à tenir un objet. La symptomatologie est le plus souvent de début progressif, intermittente et s'aggravant généralement la nuit. Le syndrome du canal carpien peut spontanément rentrer dans l'ordre. Toutefois, le traitement est généralement conservateur. Il consiste à porter une attelle du poignet pour soulager la pression sur le nerf, se mettre au repos et utiliser des analgésiques. Si cela ne fonctionne pas, une injection de corticoïdes pourrait être nécessaire, et si tous les autres traitements s'avèrent insuffisants, une intervention chirurgicale pourrait également être envisagée. Dans ce cas, il faut compter généralement un mois pour se remettre de la chirurgie et reprendre ses activités normales. Ceci nous amène à la fin de notre tutoriel sur les muscles